Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission de la BDR TV. Les casseurs de réalité sont dans la place et j'ai un col croisé, mais je n'ai pas qu'un col croisé puisque j'ai Raven Irons, le roi de la grimace. Bonsoir Belmastrange, bonsoir Dova Litena. pour ton abonnement Prime. Dova, il a claqué le Prime. Dova, il a claqué le Prime. Qu'est-ce qui se passe là? C'est extraordinaire. Comment tu vas? Ça va toi? Est-ce que tu sais pourquoi on est là ce soir? Non, mais on va voir. Eh ben, je vais t'expliquer. J'ai vu que t'étais en train de te changer et que t'étais tout nu. Et je suis rentré, je t'ai dit, habille-toi. Tu m'as dit, mais Gonzo, on rentre pas comme ça dans les réalités intimes. J'ai dit, mais tu sais ce qui se passe ce soir? Tu m'as dit non. Je t'ai dit si. Tu m'as dit peut-être. J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, tu veux que je te sache? Et je te l'ai dit. Ce soir, nous faisons donc un débrief film sur les films que nous avons vus ces derniers jours. Pas la dernière semaine, parce qu'on a tout vu d'un coup. Et voici... On en a que deux, mais le troisième, on l'a pas. Mais... Le troisième, on l'a pas, et c'est vous qui avez choisi l'Imaginarium du Docteur Parnassus en numéro 1, en numéro 2, Ennemi d'État, et en numéro 3, les figures de l'ombre que vous pourrez retrouver sur les plateformes qu'on vous suscitera. T'as vu un peu le... J'ai entendu sus, c'est tout. Voilà. Ben ça m'énerve quand tu fais des trucs comme ça. Tu vois, ça me donne envie de rentrer tout nu pendant que t'es là, mon frérot. Comment tu vas? Incroyable. Alors quand même, on va rappeler le concept des débriefs films, hein, comme toujours. 3 films, un choisi par vous, un choisi par moi, un choisi par lui, un choisi par nous. Parce que c'est toujours plus beau quand on dit nous. N'est-ce pas? Toi, plus moi, plus tout Non, ça. non. Et nous notons ces films sur 5 avec un avis bien sûr objet subjectif. Nous vous garantissons d'être un tout petit peu plus passionnant que le Premier ministre de votre réalité qui pourra toujours vous servir pour mettre la climatisation quand vous aurez envie de brasser de l'air quand il fera chaud dans votre réalité cet été. Hein? C'est cadeau, ça c'est cadeau! Et nous allons donc pouvoir commencer, nous allons commencer par le plus corsé. Bonsoir à tous en tous les cas. Bonsoir tout le monde. Je suis en forme, oui, Litena est avec nous, on reparlera de Litena en fin d'émission. Oui. Je vais être plutôt en lure, j'ai plein de trucs à faire, mais je voulais, Litena, fais comme tu peux. Déjà nous, quand on voit ton... En plus... En plus, elle a offert un abonnement à Docteur Génial. Ponch. Ça restera un des moments qu'il sera dans le bêtisier de la fin de la saison 2. Et je pense que nous pouvons envoyer tout de suite le premier film qui est donc... On l'envoie. T'aurais dû... Non, pas sur la caméra. Voilà, alors l'affiche, magnifique. Non, je vais pas le faire, ça va durer 3 plombs. Parce qu'il y a plusieurs couvertures dans le DVD. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle l'édition oui, que t'as. C'est une édition. Oui, alors, je le dis avant de présenter le casting, disponible en édition Prestige DVD avec des bonus et 4 couvertures. Ouais, c'est ça. 4 couvertures différentes pour le DVD que vous ne verrez pas parce qu'il y a un carton devant, en fait, tout simplement. Il existe pas un Blu-ray en France, je crois, mais il existe un Blu-ray américain zoné, mais qu'on peut lire sur nos platines, je crois. Je suis un vieux, je dis platine. Oui, j'ai pas voulu relever, tu vois. Comme quand t'as dit il y a un carton devant, j'ai dit, heureusement qu'il a pas dit qu'il y a un carton derrière. Voilà. Et bien sûr, cette édition est vendue sans moi. Haha, votre bande de petits malins. Alors, je t'en prie, présente-nous donc le casting du film, réalisateur, acteur, s'il te plaît, parce qu'on veut savoir qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière ce bousin? Bonsoir Yo-Yo, il vient d'arriver, c'est exceptionnel. On t'attendait pour commencer. Et pourquoi ça s'affiche pas? Oui. Donc là, normalement, ça devrait s'afficher. Alors, attendez, ça arrive. C'est ça, voilà. Hop, regardez. C'est ici. Voilà. Et Dova fait remarquer que tu n'as pas tes lunettes, ni ta casquette. Oui, pour les débriefings, j'ai jamais les lunettes, et là, j'ai pas la casquette. Je suis rentré pendant qu'il était en train de se changer, donc ça, il a pas eu le temps de... Rom Gambella! Oh là là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu pendant un débriefing. Ah ouais, merci, c'est trop. On va essayer d'être à la hauteur. Donc, l'Imaginarium du Docteur Parnassus, sorti en 2009. J'étais pas réalisé, ouais, moi non plus. Nous, on était pas réalisé par Terry Gilliam. Qui c'est Terry Gilliam? Mais qui c'est Terry Gilliam? C'est un des membres du Monty Python. Mais non! Si. Mais non! Si. Mais non! Si. Oh! un groupe, une troupe même de comiques anglais qui a fait des séries audio, des séries, puis qui est passé au long métrage comique et qui après se sont séparés, on va dire, pour faire chacun leur projet de leur côté. Et Terry Gilliam est allé dans le cinéma, tout simplement. Hein. Il a vu le cinéma, il est rentré dedans. Ça, c'était avant le confinement, avant que ce soit pas essentiel. Ah oui, c'est ça. Les gestes barrières, tout ça. Tout ça.
Alors, c'est scénarisé par Terry Gilliam lui-même. C'est son second scénario original avec le baron de Munchausen. Et au scénario, on retrouve Charles McCall, qui a scénarisé aussi le baron de Munchausen et Brasil. Voilà. Tu pouvais aussi parler du film éponyme de Terry Gilliam. Je suis un peu vexé que tu ne l'aies pas fait. Oui, mais on va y arriver. Excuse-moi. Calme-toi. Et c'est pas le film éponyme, parce que le film culte de Terry Gilliam, c'est Brasil. T'as vu comment tu me parles? T'as vu ce manque de respect dont tu fais preuve? Vas-y, fais ta chronique, je tourne le dos à la caméra. Vas-y. Ah oh là, bah il casse tout, ça y est, voilà. Alors, salut à tous, merci Willox. Bonsoir d'être là. Willox. Il a dit quoi, Velma et ses mouillages de miottes. Litena aime les Monty Python. Oui. Oui, bah oui. Alors, c'est avec... Alors, je vais baisser un petit peu. Vous le voyez, les acteurs. Il y a une quantité d'acteurs phénoménales pour ce film-là. Déjà, on va parler de Monsieur Heath Ledger, mort le 22 janvier 2008. Mais non. Et oui, c'est pour ça que j'ai marqué le jour. Oh. On le présente plus. Il a joué dans le Joker dans The Dark Knight, il a joué dans Brokeback Mountain, Les Seigneurs de Dogtown et puis plein d'autres films encore. Et il avait déjà joué avec Terry Gilliam dans le film Les Frères Grimm. T'es aussi beau de dos. Merci Willox. Merci. Il y a aussi Johnny Depp qui a joué dans Pirates des Caraïbes et Las Vegas Parano. Voilà. Un film de Terry Gilliam. Voilà. Il y a Jude Law qui a joué dans Les Animaux Fantastiques et Existence. Je dis Existence, il y a plein d'autres films, mais je dis Existence parce que voyez-le, il est plutôt cool. Il y a Colin Farrell qui a joué dans The Batman qui va sortir au cinéma, Artemis Fowl qu'on a débris filmé, Ava qu'on a débris filmé. Eh oui. Et oui. Et il y a Christopher, enfin c'est pas le dernier acteur, il y en a plein d'autres. Il y a Christopher Plummer, un très très grand acteur anglais qui est mort le 5 février 2021, qui avait joué dans Dreamscape, Malcolm X, qui avait fait des voix dans Fievel, dans Rocco, qui avait joué dans l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Et qui a joué dans Inside Man de Spike Lee, et j'en passe, il y a énormément de films. Il y a Lily Cole qui a joué dans Blanche-Neige et le Chasseur, que je vous conseille pas parce que c'est pas terrible, et dans Zéro Théorème de Terry Gilliam. Il y a Vern Troyer qui a joué dans Las Vegas Parano. Et en plus, je vois quel rôle il a. Et oui. Et il a joué aussi mini-moi dans Austin Power, donc vous devinez que c'est le petit, là, Percy, le petit chauve. Et il a joué dans Harry Potter, je vous laisse deviner quel rôle il joue dans Harry Potter, bien sûr. Il y a Andrew Garfield qui a joué dans les Amazing Spider-Man qui se sont fait avorter par Sony avant que il passe le contrat avec Disney. Il a joué dans Tu ne tueras point, le film de Mel Gibson, et Silence, un excellent film de Martin Scorsese. Dobby, presque. il avait une petite barbichette, si ça peut t'aider. Là, il y a pas la photo, mais il y a Tom Waits qui joue un des personnages qui a joué dans Domino de Tony Scott, Mr. Man et Fisher King de Terry Gilliam. Mais il a ses acteurs, c'est-à-dire qu'il a son portefeuille là d'acteurs. Dans ce film-là, il a réuni pas mal d'acteurs avec qui il avait déjà joué. Donc, comme sûrement vous le savez, Heath Ledger est mort durant le tournage du film, donc il avait tourné toutes les scènes hors fond vert, et il lui restait à tourner toutes les scènes devant le fond vert, donc toutes les scènes où il passe de l'autre côté du miroir. Ce qui a provoqué en plein tournage la réécriture du film par Terry Gilliam. Il a demandé il a bien tourné ça, on va en parler tout à l'heure. Il a bien tourné ça, il a demandé à 3 acteurs de le remplacer. Et d'ailleurs, les 3 acteurs qui sont Colin Farrell, Jude Law et Johnny Depp ont versé leur salaire à la fille de Heath Ledger. Oh, quel acteur c'était. Il est mort le jour de son anniversaire. C'est ça, c'est pas un signe. Et... Gollum, c'est dans Harry Potter, comme Dark Vador. Nous, Litena, heureusement qu'elle est pas là parce qu'elle aura entendu ce blasphème. Et c'est tout simplement le 10e film de Terry Gilliam. 10e film? Eh oui. Purée, s'il est productif, le garçon. Ah bah oui, bien sûr. Alors, comment vous expliquez l'histoire du film? Moi, je l'ai regardé. Alors, faut savoir que ce film nous a été conseillé par Velma Strange. Ok. Ah. Alors. Il y a toujours le son? Il y a toujours le son, mais il y a plus la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a le son, mais plus de vous. Ouais, ça va être tout noir. On sait pas, on essaye. La grosse tête. On a pris la GoPro
pour caméra. Le seul souci, c'est que on n'a pas vraiment de ce vrai support et le câblage pour brancher tout ça est assez compliqué. Il est mort le jour de son anniversaire, pas de quoi se vanter, je suis né le jour de mon anniversaire et moi je me la pète pas. C'est vrai. Le plan cam à la Blair Witch, ouais, c'est du found footage cinéma. Et non, c'est le jour de l'anniversaire de Raven qu'il est décédé, Oui. Heath Ledger. Eh oui. Et l'Imaginarium du Docteur Parnassus nous raconte donc l'histoire d'un protagoniste dont j'ai oublié le nom. Parce que Tony. Il s'appelle Tony? Alors, tu parles du rôle de Heath Ledger. Le vieux. Le vieux, il s'appelle Parnassus. Il s'appelle Parnassus? Bah, c'est le docteur Parnassus. J'ai eu un doute parce que je me suis dit s'il avait pas un blaze auquel j'aurais pas fait gaffe. Donc, le docteur Parnassus qui anime une sorte de théâtre ambulant avec donc Andrew avec sa fille Lily Cole et Andrew Garfield et le petit le petit Percy. Et on comprend pas trop, on sait que dans ce petit théâtre, il y a un miroir et que dès lors qu'on passe au-delà du miroir, on se retrouve dans un monde imaginaire. Et on comprend, dès le départ, en fait, le film pose les jalons, c'est-à-dire dramatiquement, ce qui va se passer lorsqu'on passe du côté du miroir. Il y a des plans qui sont juste dingues, et on va apprendre par la suite que ce cher docteur Parnassus a eu la bonne idée un jour de faire des paris avec quelqu'un avec qui il ne faut jamais faire des paris. Le diable, en l'occurrence. Tout simplement. Donc, si un jour vous croisez le diable, ça peut arriver. Évitez de lui taper la causette. Ça, c'est pour nous, c'est cadeau. Si le diable vous dit, ça te dirait un marché, d'avance, dites non. Vraiment, c'est pour se préserver, quoi. C'est pour votre bien. Après, si vous êtes challenger, peut-être. Voilà. Si vous êtes un peu chaud, vous le faites, mais sinon, non. Voilà. Et on ne comprend pas très bien les enjeux au départ, mais il s'avère qu'un des paris qu'il a fait avec le diable va le mener à une course contre la montre, dans laquelle il va rencontrer l'acteur qui est le rôle qui est campé par Heath Ledger, et il va falloir qu'il se débrouille pour pouvoir gagner son pari avec le diable s'il veut pouvoir garder auprès de lui sa fille. Et bien sûr, le premier objet de leur pari était la vie éternelle. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé. Alors, le premier... il est facile à reconnaître, il s'habille en Prada. La première fois qu'il fait le pari avec lui, c'est ça ? Dova. Oui, et j'adore ce film avec Anna Hathaway. Oui, alors, la première fois qu'il le rencontre, alors oui, c'est quand même assez dingue. Le premier pari qu'il fait quand il le rencontre, c'est justement la vie... Enfin, c'est pas la vie éternelle, parce que en fait... c'est l'immortalité. Ouais, c'est l'immortalité, mais c'est pas un pari qu'il fait, parce que le vrai premier truc qu'il fait, c'est quand il rencontre son amour, en fait. Parce que en fait, alors on peut faire le parallèle, et d'ailleurs ça a été confirmé par la scénariste, le parallèle du film sur la carrière de Terry Gilliam. En gros, Terry Gilliam serait le docteur Parnassus, parce que si des gens connaissent Terry Gilliam, vous savez qu'à chaque fois qu'il fait un film, enfin dernièrement, et même, alors pas à ses débuts, mais plus dernièrement, il galère. À chaque fois, il y a toujours des merdes pas possibles. Don Quichotte, ça a mis plus de 20 ans à sortir à cause de droits. L'Imaginarium du Docteur Parnassus, il y a un acteur qui est mort. Il y a un des films qu'il tournait. Il y a eu une catastrophe de tempête sur le tournage, ça a détruit tout le matos. C'est un chat noir. C'est incroyable. Il réalisera pas nos courts-métrages, et pourtant, on t'aime beaucoup. Hein. Et il est toujours là, il est toujours en train d'insister et tout ça. Et en fait, ce film-là fait le parallèle avec sa carrière, on va dire. Donc, le diable jouerait le rôle des producteurs, et Terry Gilliam jouerait le rôle de Parnassus. Et quand la première fois le diable vient voir Parnassus... Merci Zedkali d'avoir subscribe, bien vos bras. Merci beaucoup. À partir de 6 mois, vous allez commencer votre corps va changer, vous allez devenir encore plus beau, plus intelligent. Il n'y a pas de problème de pari avec le diable, avec la BDR TV. Et oui, donc la première fois qu'il vient le voir, il est dans un temple et il fait un truc... ce plan, par contre, il est excellent. Est génial. Et en fait, il vient lui dire, et si vous remplacez quelques mots de la conversation, vous pouvez mettre les paroles d'un producteur qui parle à un artiste. Clairement, il vient lui dire mais qu'est-ce que tu fais là, change, viens, je vais te dire et tout. Et c'est génial. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et tout le long, tu pouvais pas me le dire hier, ça? Bah non. Ah, dommage. Je pensais que t'allais, parce que après, oui, il faut connaître un peu le parcours de Terry Gilliam pour comprendre le fonctionnement. Terry Gilliam, lui, Parnassus, avec son théâtre, veut offrir un imaginaire aux gens, avec des histoires qu'il raconte et tout. Il veut offrir des histoires qu'on n'a pas l'habitude de connaître aux gens. Et en fait, le diable, lui, il fait pas découvrir des nouvelles histoires à chaque fois qu'on le voit, parce que le challenge
qui est après entre le diable et Parnassus, c'est qu'en fait, Parnassus doit capturer 5 âmes avant le diable. Et en fait, lui, Parnassus, il a son théâtre avec l'imaginaire des gens et tout ça, le truc un peu qu'on voit pas tous les jours. Et le diable, lui, les tente avec quelque chose à chaque fois qu'ils connaissent déjà. Voilà. Tu vois le truc. Donc il y a un choix à faire. Terry Gilliam qui propose des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, et les producteurs qui disent non, ça marche, tu vas le faire. Tu vois le délire? C'est génial. 5 sur 5. En gros, c'est ça un peu le film. Bon, après, il y a plein de trucs, hein, mais... Bah oui, parce que moi, je voyais plus le rapport donc du père à la fille. Ah, mais il y est aussi, J'ai vu tous ces trucs-là. Le diable qui est campé par je ne sais plus quel acteur, j'ai oublié son nom. Tom Waits. Et il est génial. Tous les acteurs sont bons. D'ailleurs, au niveau de l'acting, on est obligé de tirer notre chapeau à personne n'est en dessous. Et même... et je trouve qu'ils sont assez même sur la même ligne. Et comme je t'ai dit, Johnny Depp fait du Johnny Depp, mais dans le film, bah c'est clairement ce qu'il faut en fait. Donc c'était très drôle parce que quand j'étais avec Raven, je savais que donc Heath Ledger était mort pendant le film, et en fait c'est bizarre parce que ça me revenait en fait en regardant le film. Je dis il est mort pendant ce film. Tu m'as dit oui. Et à un moment donné, donc il passe de l'autre côté du miroir et je dis quand même il a un faux air à Johnny Depp, et lui il me dit c'est peut-être parce que c'est Johnny Depp. Et en fait c'est ça. Alors moi bien sûr je savais que les acteurs l'avaient remplacé, mais la première fois qu'on voit Johnny Depp, il est de dos et il est un peu de loin, et ça, juste à sa démarche, je me suis dit là c'est Johnny Depp. Et ça a pas manqué. Mais il l'a très bien fait, même par rapport aux costumes, aux coiffures. C'est vraiment très bien fait, le changement du fait qu'il a perdu son acteur principal avec les autres acteurs qui sont venus le dépanner pour jouer le personnage. C'est vraiment très bien fait et super intelligent. Et même en fait, en gros, à chaque fois qu'il passe derrière le miroir, ça montre une facette de la personnalité du personnage Tony en fait. Oui. Et chaque acteur, parce qu'en fait, Terry Gilliam, souvent il écrit des rôles pour les acteurs. Là, il avait écrit le rôle pour Heath Ledger, malheureusement, et il a réécrit. Pourquoi il a réécrit? Parce que si tu regardes bien, chaque personnage qui va dans le miroir, donc Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell, les rôles sont écrits par rapport à eux, pratiquement. Tu vois, le côté Johnny Depp un peu drôle et qu'on suit parce qu'il est charmant et tout ça. Le côté Jude Law un peu niais, mais tu sais, un peu gentleman. Et le côté Colin Farrell un peu brut et, tu sais, comment on dit... arrogant, tu vois. Ouais, et c'est une réécriture qui colle plutôt bien aux acteurs et aux personnages. L'acting de ce film est vraiment cool. Les prises de vue sont ouf. C'est du Terry Gilliam, donc ouais. Elles sont géniales. Et on retrouve même l'influence des films sur les Monty Python, notamment quand j'ai vu le Montparnasse. Alors le Montparnasse qui n'est pas dans le 14e arrondissement, on vous voit tous venir avec cette petite blague, sauf dans Ghost Rider. Ah, et dans Ghost Rider, il y est ou non, il y est pas? Non, ça devait être une blague. Peut-être j'ai pas la Tom Waits, Litena qui valide, et je comprends pourquoi elle valide. L'imaginaire, c'est un peu ce qu'on aimerait atteindre, alors qu'avec le diable, c'est plus novice qu'autre chose. On voit un peu les plus faibles face à leurs démons. C'est ça. Notamment le premier, qui passera à la casserole suite à la petite proposition. Et c'est ça, j'aimais bien. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, des petits messages quand même à rentrer dans le film. Et même moi, je vous dirais que j'ai du mal. J'ai presque pas envie de le noter parce que je sais pas quelle note je lui mettrais à ce film. Après, tellement il est what the fuck. Le problème, c'est pas qu'il soit. Enfin, le problème, c'est un film qui est. Si on n'est pas habitué à Terry Gilliam, c'est un film qui est bizarre. C'est un film qui sort des codes. Ah oui, c'est un ovni. C'est un ovni. On l'appelle l'ovni. Mais j'ai pas réussi, j'ai fail. Mais si on connaît Terry Gilliam, bah c'est un film banal dans la, enfin pas banal genre il est banal. C'est son style. Mais c'est ça dans la continuité du style de Terry Gilliam, donc ça nous étonne pas, tu vois, c'est son style de direction d'acteur, son style de décor, son style de mouvement de caméra, tout ça, tu sais, avec les têtes qui se rapprochent et tout ça. Donc c'est compliqué de le noter parce que on pourrait donner une note en tant que film de Terry Gilliam et on pourrait donner une note en tant que film général que tout le monde peut voir. Alors, quand même, ce que je veux dire. Tu veux lui mettre une note, toi? Bah moi je vais lui mettre une note et je vais expliquer ma note déjà. Et c'est parce que moi ce film-là, bah je l'ai attendu quand même parce qu'il a été un peu retardé. Logique. Monstre. Ah, t'as pas encore donné ta note, pardon. Logique. Et quand je l'ai vu au cinéma, mais je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes et parce que aussi j'avais vu tous les films de Terry Gilliam avant et
j'ai été un petit peu déçu. Ah, c'est gentil, merci oh là là, beaucoup 3 Dova, bits. c'est adorable. Merci Dova. Merci beaucoup Avec Dova. des petits cœurs chats, c'est trop mignon. Et ouais, j'avais été un petit peu déçu quand je l'ai vu au cinéma et depuis je l'avais pas revu. Mais là, quand je l'ai revu en DVD, je me suis dit non, il est quand même bien écrit. Ah, il est beau. Bon, je parle pas de la réalisation parce que la réalisation est bonne, mais c'était plus sur le rythme. Et il y avait un truc qui me gênait sur le rythme, sur l'histoire, tout ça. Enfin, et puis bah le fait que pas comment dire, le background qu'avait le film derrière. Tu peux pas ne pas y penser quand tu regardes le film. Est-ce que c'est pas parce que Heath Ledger est mort qu'il a dû réécrire son film, ça. pas que ça l'a dénaturé, mais que du coup il a dû repenser son matériau de base et que ça se ressent c'est ça. peut-être. Et il l'a fait dans un court temps en plus. Hein. Il ah pas... oui, ça a été. Parce que faut savoir que ce film-là, il le pense depuis un petit moment parce qu'il voulait mettre tout ce qui faisait partie de lui dans ce film-là. Donc ça faisait un petit moment qu'il l'a fait et les réécrire à la dernière minute comme ça, je trouve que c'est enfin, ça met un petit défaut au film, mais faut reconnaître que c'est balèze quand même, tu vois. Ah bah moi c'est assez chaud. Moi au tout début, avant de revoir le film, je me suis dit ouais, je vais lui mettre un 3 parce que je suis pas fan du film, mais je vais rester enfin, je vais pas rester, je vais lui mettre un 4 parce qu'au final dans la filmographie pour moi, hein, c'est pour moi, parce que pour beaucoup c'est. Ouais, mais je vais t'insulter, hein, détends-toi. Je vois, attends, je prends ton Pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Alors, il est bien, mais c'est pas le moins bien non plus de Terry Gilliam, mais c'est pas un film réussi, tu vois. Malheureusement, mais ça reste un bon film. Pas un film réussi qui prend un 4 sur 5. Hein. Dois-je te rappeler la note que t'as mise à Doom? Là, par contre, ma note, c'est vraiment pour le cinéma de Terry Gilliam. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Romgang, tu nous fais kiffer. Il y a plein de petites émoticônes. Oh, Velma Strange, 208 000. Velma. Le pouce est dans les cheveux que ça se prend. Et ouais, non, si j'aurais noté pour tout le cinéma, mais qu'ils sont trop tous chauds. les films, j'aurais mis un 5. Mais là, j'ai vraiment envie de le noter pour une filmographie de Terry Gilliam, parce que je pense que les films de Terry Gilliam, ça se juge par rapport à toute sa carrière, parce que c'est un continu. Ces films représentent ce qu'il ressent au moment où il le réalise. Et tous les acteurs ne sont pas des acteurs britanniques. Non. C'est bien dommage. Mais bon, après ça... Ça passe. Moi, j'aime bien avec l'accent anglais, etc. Oui, bah oui, je kiffe. Parce qu'on l'a vu en Merci Dova. Merci Velma. Moi, je vais lui mettre un 4 sur 5. Pourquoi je te mets 4 sur 5? Parce que déjà d'une, Terry Gilliam, tu m'as fait aimer le cinéma what the fuck. Vraiment. Je ne dirais pas dans quelles circonstances ni quel film, mais il y en a un ici qui le sait. J'ai aimé revoir les plans à la Terry Gilliam. J'ai adoré le rôle de Heath Ledger. J'ai adoré tes acteurs. Il y a quand même un petit moment du film où j'ai décroché. Vraiment. C'est tout le moment où il installe au moment où il recueille Heath Ledger et après où ils installent dramaturgiquement les enjeux. Les relations entre les personnages. J'ai trouvé ça un peu, pas forcé, mais bon, moi, ça m'a un peu sorti du film et c'est dommage. Pendant un bref instant, je me suis assoupi. Un bref instant. Merci Yo-Yo! Merci Yo-Yo! Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et Yo-Yo, sache, je ne t'ai jamais vu, mais tu es beau. Voilà, je tenais à te le dire. Et si quelqu'un dit le contraire, dis-lui bien de ma part que c'est un menteur ou une menteuse, je veux rien savoir. Et il prend donc un 4 sur 5 de notre part à tous les deux. Et je soupçonne, je sais pas, c'est une hypothèse, je soupçonne qu'il ait voulu mettre le plus de plans avec Heath Ledger possible, tu vois. C'est pas impossible, c'est un film posthume. C'est peut-être ça qui fait que certaines scènes sont longues. Je te dis, ça a dû jouer, je pense, oui, Mais en tous les cas, ça reste un film de qualité que si vous n'avez pas vu, bah, vous ferez plaisir à redécouvrir, rien que pour la réalisation et le jeu d'acteur. Vous ne serez, je pense, pas déçus si vous aimez les choses qui sortent des codes. Qui sautent. Si tu veux pas décrocher pendant les films, mets le mode avion. Ah bah, c'était pas du tout le cas, en plus. C'est vrai. Je regarde pas mon téléphone quand je suis avec toi, t'as vu, je suis sage. Bah là, ouais. En ce moment, comment ça, là, ouais. Franchement, tu le vois, je le pose sur le côté et j'y touche plus. Oui, mais des fois, quand tu te fais chier dans des films, tu regardes ton portable. C'est comme ça que je sais que t'aimes pas le film, d'ailleurs. Ah, t'es un petit malin, toi, tu me connais trop bien. Est-ce qu'on peut parler de... Oh là, Yo-Yo, on t'a dit que t'allais être tu vas être encore plus beau, mais vous nous mettez bien. Raven et moi, on va pouvoir s'acheter une dignité, enfin, on l'a cherché partout. On va pouvoir envoyer, et voilà, on change complètement de registre parce qu'on passe au deuxième film. Est-ce que tu avais une idée pour le deuxième film? Pas du tout, tu vas me dire en direct. Eh bah, Scott. Tony Scott. Tony Scott avec Ennemi d'État. Merci Zed-Kali. Ennemi d'État. Mais alors ce film, alors franchement, là, je pense que je vais m'énerver. Je vais m'énerver, mais dans le bon sens du terme. Je vais laisser Raven vous présenter donc ce film, la réalisation et les acteurs qui sont dans le film. Je t'en prie, Raven, parle-nous d'Ennemi d'État.
Alors, ennemi d'État. Ennemi. Rémi d'État. Non, j'ai dit ennemi. Ah, j'ai compris ennemi. Dans le chat, il a bien dit ennemi. Non, l'écoutez pas. Ah, ça va couper. Ça va couper. Alors, c'est bizarre parce qu'on l'a utilisé pour l'émission et elle nous l'a pas fait. Je sais pas pourquoi elle le fait là. Relou. Alors, c'est peut-être le câble de charge que j'ai mis. Il a dit ennemi. Anonymous. Ah, mais c'est qui? Anonymous. Bah, c'est un viewer. Anonymous. T'inquiète pas. Ah, mais c'est génial. Merci oui. Anonymous Cheerer. Eh ben merci, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Il nous a lassé merci. Il nous l'a lancé. Il nous a donné un cheers, tout comme Belmastrange qui en a donné plein. Et donc oui. Ennemi d'État. Ennemi d'État. Alors là, je l'ai bien dit, c'est bon. Oui, c'était pour t'embêter. Donc oui, il est sorti en 99, disponible en DVD et Blu-ray et à l'achat à la VOD, pas sur les plateformes malheureusement. C'est réalisé par Tony Scott, le grand Tony Scott qui a 1m98. Alors je sais pas s'il était grand, à vrai dire, je pense. Bah tu dis qu'il est grand. Oui, mais le grand. Oui, je sais. L'œuvre. Voilà. Il a dit et demi et ouais bon écoutez hein. Réalisateur de Top Gun, True Romance, Man on Fire et énormément de films d'action durant les années 90 et avant. C'est scénarisé par David Marconi qui a scénarisé Die Hard 4 et The Foreigner ensuite parce que ça se passait avant quand même. C'est avec alors là attention casting de luxe aussi hein. C'est avec Will Smith donc on ne présente plus Will Smith hein, Men in Black, Independence Day, Bad Boy. Merci Anonymous Cheerer. Tu nous fais plaisir. Avec Jen Hackman aussi, qui a joué dans Conversation secrète, USS Alabama, de Tony Scott, bien sûr. John Voight, qui a joué dans la série Ray Donovan, Les Animaux Fantastiques, et bien sûr, Anaconda. C'est là que je l'ai découvert. C'était génial, ce film. Je pense que beaucoup de gens ont découvert John Voight dans Anaconda. La scène du clin d'œil. Il y a Regina King aussi, qui a joué dans la série The Leftover, dans la série dernièrement Watchmen, et qui a fait ses débuts dans le film Boys in the Wood. Boy in the Wood, ça se dit bien. Lisa Bonet, qui a débuté dans la série du Cosby Show, qui a joué aussi dans Life on Mars et dans le film avec Laurence Fishburne, Biker Boys, et j'ai appris qu'il était l'ex-copine de j'ai oublié. Lenny Kravitz. Et il y a la pieuvre qui nous demande si John Voight c'est pas le père d'Angelina Jolie, et je crois que si, dans Tomb Raider, si, c'est son papa. Exactement ça. Et Zartival est là. C'est la mère, de Zoé Kravitz, et maintenant elle sort avec Jason Momoa. Ouais. Ah d'accord. Et je pense que c'est pour ça que Velma Strange ne l'aime pas. Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement. Et Zartival qui vient, mon ancien Merci surveillant. beaucoup. Zartival, tu dois venir tout le temps. Moi, je me dis, il est où Zartival? Merci d'être venu. Merci beaucoup, Zartival, d'être parmi nous. Incroyable. Donc, on continue. Alors, il y a Barry Pepper qui a joué dans La Ligne Verte, La 25e heure et dernièrement Crawl. Et ça, c'était un de ses premiers films, d'ailleurs. Je les ai appelés Offspring pendant le film. Non, c'est Jack Buzzet qui est Offspring, mais lui, il a joué dans Starship Troopers. Ah oui, c'est celui qui se faisait tirer dans la main. Oui. Et, il y a un tout jeune acteur. Alors c'était pas ses débuts, mais quand même il était pas super connu. C'était Jack Black, hein, qui faisait. Alors il avait déjà joué dans Mars Attack, je crois, avant. Oui, si il a dû avoir des rôles secondaires. Oui. Donc Jack Black qui a joué dans King Kong, qui a fait son film Tenacious D par rapport à son groupe, et dernièrement qui a joué dans Jumanji. J'aime bien le boudin. Bah oui, on sait que t'aimes bien Jason Momoa. Alors. Et donc la musique musique par Harry Gregson Williams, qui a pratiquement fait la musique de tous les films de Tony Scott et qui a aussi fait la musique des films Equalizer. Non mais qu'on a des briefologies. Franchement, on va parler de ce film. Alors Lenny Kravitz maintenant, Jason Momoa, bon Dova, je crois que c'est râpé pour nous derrière. Ouais, je pense que madame, voilà quoi, faut avoir un certain charisme que voilà, que j'ai. Moi, je pense que je l'ai. Voilà, y a pas de problème. Mais je vais parler de ce film. Et Diddy Kong, salut, merci d'être parmi nous. Alors donc, Ennemi d'État est un film avec Will Smith qui reprend donc la thématique que vous connaissez tous, la vie privée, à quel moment le gouvernement peut ou pas rentrer dans nos vies via les satellites, via tout ce qui nous entoure, les caméras, etc. Et Will Smith campe le rôle d'un avocat qui tortille un peu avec les règles et pour pouvoir avoir de l'oseille et défendre ses clients. Oui,
il paye les indiques, tout ça. En sur le parallèle manteau. de ça, donc un des grands méchants qui bosse pour la NRA se met à assassiner un député qui doit voter une loi allant dans son sens concernant le respect de la vie privée du peuple américain. S'ensuit une conversation très intéressante où on dit qu'en fait le plus dur ce n'est pas de faire la guerre mais de maintenir la paix. C'est ça. Et cette scène a été filmée par quelqu'un qui observe les oiseaux et ce quelqu'un Un ornithologue, je un crois. ornithologue qui va croiser du coup Will Smith et à qui il va communiquer du coup la vidéo du meurtre. Le problème c'est que Will Smith il va se faire pourchasser durant près de 2 heures par toutes C'est ça. les équipes du gouvernement américain qui vont tenter de le salir par la presse puisque forcément il a des petites casseroles donc et il va devoir jouer une course contre la montre pour sauver sa dignité, sauver sa vie, sauver sa famille et pouvoir faire éclater la vérité au grand jour dès qu'il en aura pris connaissance. Ma foi, des thématiques intéressantes et un film avec une réalisation. Et on a rigolé, moi j'ai rigolé tout le film. Quand il m'a dit qui était Tony Scott, parce que tu m'en avais déjà parlé, tu m'avais déjà montré sa fiche technique. Bah, Tony Scott, si vous aimez Michael Bay, et bah, Tony Scott, c'est mieux. Tony Scott, c'est le padré. On va dire, c'est le papa des films d'action. C'est celui qui a démocratisé le fait que le rythme il soit super soutenu dans les films d'action et qui rajoute de l'humour, mais pas l'humour beauf et sexiste qu'on a avec Michael Bay. Oui, mais même en dehors de ça, donc déjà faut savoir, je vous mets au défi de compter le nombre de plans de caméra qu'il y a dans ce film. Très sincèrement, je crois qu'il y a des films de 2 heures qui ont moitié moins de plans de caméra que celui-là. Oui, Il non, filme. mais ça, Non mais laisse-moi partir Oui. d'un postulat de fait. Il filme tout dans tous les sens. Et quand je vous dis dans tous les sens, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu une réal comme ça. Bah, La caméra comme ça. Michael Bay fait ça. Hein. Oui non mais attends, à ce D'ailleurs, point-là. Bah oui. Ah, à ce point. bah écoute, j'ai vu du Michael Bay, j'ai vu D'ailleurs, le dernier d'ailleurs avec toi. Le dernier Resident Evil et il y a plus de plans que dans ce film-là. J'ai hein. oublié le dernier Resident Evil, j'aimerais qu'on ne reparle plus de Mais ça. ouais. Sacré Michel. On va dire que en fait ce film signe en fait c'est le film qui va faire rentrer Tony Scott dans les années 2000 et c'est à ce moment-là qu'il commence à changer enfin il change pas sa réalisation évolue et il commence à chercher il commence à tester des trucs partout dans tous les sens et là c'est les plans où les caméras sont vives, suivent le personnage, sont penchés, comment dire... En 1 minute, vous pouvez voir Ouais, 5 scènes c'est ça. différentes en fait, même temps. il- 5 scènes. Il filme... Le frère filme de Ridley, je ne crois pas. Si, c'est le frère de Ridley Scott. Mais non. Si, c'est son grand-frère. Alien? Oui. Mais non. Bien sûr que si. Petite famille de prodiges, ça devait être génial à Noël. Oui. Merci beaucoup Diddy Kong pour la précision et toi pour la c'est- confirmation. D'ailleurs, c'est pour ça que malheureusement Ridley Scott, il a perdu son frère, ça l'a beaucoup touché. Et les derniers films Alien, qui sont un peu plus orientés religion, mort et tout ça, sont la cause de ça. En fait. D'accord. Désolé Ridley de l'apprendre. Hein. Resident Evil est le seul film qui a relégué Romero au second plan. Est-ce qu'on peut ban cet homme, s'il vous plaît? Non, on le banne pas, il donne son S'il avis. vous plaît. Je suis pas d'accord avec lui. Et du coup, Romero, au niveau des acteurs, alors on est sur un jeu d'acteurs Saw 2000. C'est-à-dire que alors moi je trouve que ça va, le film a pas trop vieilli de ce côté-là. Hein. non, j'ai bien aimé le protagoniste qui arrive au milieu du film pour éclairer Will Smith. J'ai beaucoup aimé son personnage. Bah, Dans John Voight, John Voight, il a l'habitude de faire il joue les toujours ce méchants. rôle-là, donc moi ça m'a pas choqué plus que ça. D'ailleurs, il a eu la nomination du meilleur méchant pour ce film-là. Oui, mais ça, enfin, il est un peu froid, il est un peu Ouais, stoïque. c'est ça. Bah, Bon, c'est il très a bien une vraie casté. palette, hein, parce que dans Anaconda, il est aussi un peu froid, mais il est un peu plus chelou dans Anaconda. Ouais, bah hein. tu le sens le côté Là, pervers là, et il joue malsain. vraiment le politique. Hein. Là, ouais, il joue vraiment le politicien. Alors, le plus drôle, c'est que c'est presque un film prophétique. Presque, ouais. Bon, à part les disquettes, parce que les vidéos Ah, sont on a- enregistrées sur des disquettes. C'est hein. génial. Ils vous mettent des disquettes. On sait tous, dès lors que vous êtes un peu calé en informatique, on sait tous qu'une disquette ne peut pas contenir autant d'informations. C'est impossible. Alors là, je pense que si, parce que je pense que c'est un petit montage. Et un petit montage qu'il a fait, tiens, il a dû enregistrer son ordi. Parce que quand tu vois les images que regardent les gens dans la disquette, c'est les mêmes images que lui regardait quand il zoome. Donc on peut deviner Mais t'as que vu c'est un T'as enregistrement. vu le zoom qu'ils arrivent à Mais faire là, sur y a la un disquette truc- avec la qualité, mais Non, tu c'est peux même la- pas faire ça c'est avec pas nos la vidéos. disquette là c'est alors oui, le zoom sur Voilà. mais moi je pensais que tu parlais de la caméra, tu sais quand en fait à un moment les gens peuvent alors ils ont accès à des satellites, à toutes les caméras, à tous les enregistrements audio et tout ça. C'est le gouvernement Et, américain. Il voit ce que vous faites. C'est ça. Et il nous c'est, voit. Coucou la CIA. Big Brother US
Et un moment, ils ont une caméra et ils font un modèle 3D du personnage et d'un sac, et ils tournent autour. Le logiciel modélise le sac pour tourner autour et pour regarder l'ombre du sac s'il n'y a pas quelque chose. C'est incroyable. Le fameux zoom sur les caméras de surveillance dans les films NCIS. C'est exactement ça. Sauf que là, on est en 99. Oui, mais alors c'est pas tant le film, il est quand même rythmé, c'est-à-dire que tu t'ennuies pas. Ah ouais, non. 2 heures. Moi, j'étais surpris de voir qu'il durait 2 heures. Je pensais qu'il durait 1h30. Et il faut qu'on vous raconte l'anecdote, c'est très drôle. Il l'avait en DVD. C'est ça. Il a mis. J'avais ce DVD là. Il avait ce DVD et il me le montre. Il me tease avant. Il me dit attends, je vais te montrer un film, ça va être mon choix. Tu vas pas me saouler. Voilà, je vais pas faire d'expérience bizarre avec toi. Tu vas le regarder. Alors on met le film, on est à fond dedans. Je pense à 1 heure de film. 1h15. Ouais. Et là, le film saute. Parce que, en fait, ce DVD-là, je l'ai acheté en occasion. Erreur de ma part. Parce qu'en fait, je l'avais en cassette vidéo, en VHS, pour les plus jeunes. Les plus vieux. Oui, mais les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est qu'une cassette. Ah, pardon. Une VHS, ils veulent regarder et rechercher. Il y a eu la VHS, le Betamax, etc. Et en fait, je l'ai racheté en DVD en occasion parce que je me suis dit, j'ai envie de le voir en DVD en meilleure qualité un peu. Et je l'avais pas regardé à vrai dire depuis que je l'avais acheté. Et le DVD est un peu rayé. Malheureusement, arrivé à 1h15, donc on peut lire après, mais le DVD saute et ça m'a énervé. Donc au bout de attends parce que faut dire la vérité. Le DVD saute, il l'enlève, hop, il nettoie. Je le remets, ça arrive une deuxième fois. Je me cache les yeux pour pouvoir voir le chapitrage et donc pas me faire spoiler. On arrive à gratter 10 minutes de film et là, paf, ça ressaute, il recommence la procédure, on remet 5 minutes de film, et là, il ressaute, et là, il veut pas nous montrer la suite. Et je le vois, il est sur son téléphone, et moi, je dis, bah, t'inquiète pas, je vais le trouver de mon côté, je vais le regarder, il me dit, attends, je règle le problème. Il était un peu vénère. Il a loué le film sur Amazon Prime pour qu'on puisse le regarder. Oui. Les mecs se font troller même en off. Il va falloir se poser des bonnes questions quand même. Ah non, mais nous, on était dépassés. Hein. C'est le problème avec les physiques en occasion, faut faire très attention, et puis la plupart du temps, les DVD ont un petit coup dans le nez. Et salut, je suis un DVD, je viens animer tes soirées. Ne vous inquiétez pas, je l'ai racheté en Blu-ray. En effet, on arrive à l'époque mais les jeux étant en noir et blanc avant. Attends. Hop là. Voilà, il a en Blu-ray. Bonne nuit Valérie. Je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, il l'a recommandé en Blu-ray, comme ça il est sûr de pas se faire... Bon, je garde le DVD parce que dans le Blu-ray, j'ai remarqué qu'il n'y a pas les bonus du DVD. Les jeux étaient en noir et blanc avant, comment ça les films aussi. Mais quand même, on peut se dire que ce film, rythmé, acting bien, scénario, j'ai envie de dire scénario bateau, mais on s'en fout complètement, c'est pas important alors, ça. J'ai envie de dire un petit truc parce que le film en fait est un hommage, j'en ai parlé, Gene Hackman a joué dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola, qui parle aussi d'espionnage, de conversation avec le téléphone et tout ça, et le film est un hommage direct à Coppola, et il y a même une scène où Will Smith parle à son indique, et la scène, comment elle est filmée, bah c'est un hommage direct à une des scènes de... D'accord. Il y a Grom qui dit, moi je suis fan de rétro gaming, j'ai investi dans une machine à réparer les disques, c'est valable? C'est possible, faut voir si ça fonctionne. Je pense que si la rayure n'est pas, mais là la rayure elle est enfin c'est pas une rayure en fait, c'est tout le tour du disque extérieur qui est un peu pas rayé mais rongé. Ouais, c'est ça, un peu rongé frotté, genre. Un peu frotté, et ça en fait c'est ce qu'on retrouve quand on transporte les DVD. Les DVD en fait, regardez, quand on transporte les DVD, il faut faire très attention. Les DVD tournent comme ça en fait. Et souvent, s'il y a des poussières ou quoi, ça raye tout le tour du DVD. Donc ça, à mon avis, c'est dans le transport. Bientôt les tutos de Raven, comment bien prendre soin de ces CD pour qu'ils durent dans le temps, et Zkali qui nous conseille The Island pour le prochain débriefing, que je n'ai pas vu d'ailleurs. The Island, ok, donc... C'est pas miraculeux, mais ça peut sauver 1 ou 2 disques. Si ça se trouve, la couleur a été inventée récemment, nos grands-parents voyaient en noir et blanc, toutes les archives et images qu'on a de l'époque sont en noir et blanc. CQFD. Moi, je pense que c'est vrai. C'est des puces dans les yeux. Moi, je pense que c'est vrai. Et tu voulais dire d'autres trucs sur le film avant qu'on conclue sur une note? Oui, je voulais conclure qu'au départ, Gene Hackman ne voulait pas jouer dans le film, en fait, et c'est Tony Scott qui l'a harcelé au téléphone en lui disant... On rappelle que le harcèlement, c'est pas bien. Ah, oui, non, mais harcelé à non mais je sais. Mais bien sûr, oui, il faut faire passer ce message-là. Le harcèlement, c'est pas bien sur personne, ni moral, ni psychologique, ni rien. Il l'a harcelé, il lui a dit oui, joue quand même dans mon film et tout, et il a accepté. Et pourquoi il voulait pas jouer? Parce qu'au départ, c'était pas Tony Scott Tony Scott devait réaliser parce que Jerry Bruckheimer, le producteur, grand producteur de films d'action dans les années 90 d'ailleurs. Même 2000.
Et début 2000, c'est vrai. Bon, maintenant, après, il s'est un peu fait discret. Il est revenu sur quelques films, mais ça n'a pas super bien marché. Mais bon, on reviendra peut-être sur Jerry Bruckheimer dans une autre émission. Et en fait, Tony Scott avait refusé pas mal de fois la proposition de Jerry Bruckheimer. Et il a accepté. Et c'est là qu'il a convaincu Gene Hackman de jouer dans le film. Alors, des chiffres, je pense que tu l'as vu. Le film a engendré 250 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 85. Ça va couper. Ça va couper. Désolé pour les problèmes techniques, on sait pas ce qu'elle a. Mais Ouais, je pense que ça nous l'a pas fait. C'est le câble. C'est le câble parce que c'était pas le même câble la dernière fois. Et ça va Donc, couper. Ça va être tout noir. Désolé. Écran noir comme sur Donc le. oui, 250 millions de recettes pour 85 millions de budget, c'est assez ouf. Et petit clin d'œil encore une fois, dans le film, le personnage de Will Smith monte dans un taxi et le chauffeur du taxi est habillé comme le personnage de Taxi Driver. D'accord. De Martin Scorsese. La cam est en bundle avec le DVD, peut-être. Non, pourtant, je pense que vraiment. On a changé de caméra pour avoir une meilleure qualité pour vous en avec fait, la lumière. La dernière émission, la grosse émission dimanche, elle a été tournée intégralement à la caméra de GoPro. Bang bang. Bonjour JLT. Très bien fonctionné. Bonjour. Et ça a très bien fonctionné, mais là, je sais pas ce qu'elle nous fait, à vrai dire. Le mode réserve aux abonnés dans cette salle de discussion. Romgorm va activer le mode réserve. Oui, parce que Romgorm est aussi notre modo. Oui. Si je devais lui mettre une note à ce film, parce qu'avant que la caméra nous troll, parce qu'elle va encore recouper, je pense. Non, je pense que ça va être des 20-25 minutes, je pense. Oui. Alors là, moi, je vais lui mettre une note. Ce sera la note de 4 sur 5. Je lui mettrai pas 5 sur 5. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas aimé le film, parce qu'il y a des trucs Oriane PLV Bang Bang, merci Oriane d'être avec nous. C'est une PLV, donc ce qu'on a derrière nous. On va avoir une PLV Oriane, merci d'être avec nous. Je découvre le mode modo, mais découvre bidouille. Donc Romgorm va faire des tests chelous. Bah de toute façon tout le monde fait des tests, même la caméra fait des tests, elle se coupe toutes les 20 minutes. Et moi je lui attribuerai la note de 4 sur 5 et pas parce que j'ai pas aimé le film, parce que c'est bien rythmé, c'est cool. Il y a peut-être un moment qui m'a, le côté il y a un truc qui m'épuise et c'est le côté bienveillant américain. Alors qu'il y a une critique intéressante de la société américaine derrière. Alors moi ça m'a pas choqué. Mais j'y ai pas pensé. Le côté du député qui refuse de se vendre à un lobbyiste, qui plus est un lobbyiste gouvernemental pour céder à sa loi, et qui l'assassine. Le député meurt, donc. Oui, mais tu vois, oui, mais je vois ce que tu veux dire, oui, mais. Cette romance, alors attention, ça veut pas dire que le film il est pas bien. Ça m'a un peu agacé, mais pas trop. Après, il y a, c'est pas surtout la film fin, non plus, hein. C'est pas que la fin m'a déçu. La fin, quand j'ai compris où on allait en venir, et que j'ai vu le truc, la fin est un peu drôle, tu vois. Et je trouve qu'en plus, c'est bien pensé. Je dis, ah ouais, fallait y penser à ça. Et en plus, parce que la fin, vous allez voir, ça se joue sur, je vais pas dire quoi, mais si vous l'avez pas vu, mais la fin, je pense que la fin, c'est juste un délire. Oui, c'est un délire. C'est un délire. Mais moi, du coup, ça m'a un peu déçu. Ah, moi, j'ai adoré. Moi, ça m'a un peu déçu la fin, donc 4 sur 5, mais ça reste quand même un très bon divertissement que vous pouvez regarder. Et Raven lui a attribué la note moi, je lui mets 5 parce que je suis pas du tout objectif. C'est un film que j'ai vu quand j'étais ado et je l'ai vu et revu. Et s'il y a des gens qui avaient TPS Star, hein, attention, c'est très vieux. Et ben, il passait sur TPS Star et on pouvait revoir les rediffusions. Et je checkais les rediffusions pour pouvoir revoir le film. Et je pense que ce film-là, j'ai dû le revoir au moins une dizaine de fois. Tellement t'as kiffé. J'ai kiffé, j'adore la musique. C'était après Independence Day, donc Will Smith. C'était à ce moment-là, c'était un de mes acteurs favoris. Je mets 5 parce que j'ai payé 3 fois Heidi Dova, pas mal. Non, vraiment, non, même pas, parce que, non. 15 spectateurs, c'est énorme, là, ce soir, vous nous faites kiffer. C'est vrai que j'ai payé 3 fois, mais bah, je pourrais payer une 4e fois s'il sortait au cinéma, voilà. Je retournerai le voir. On casse la réalité ou bien ancestral, on a oublié de faire ta commande, il faut qu'on fasse une commande ancestrale. Mais il y a des commandes qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, si Ancestral, il passe en live, on fait un raid sur la chaîne d'Ancestral après, parce qu'il mérite le bout. On adore. J'ai envie de dire, regardez des films de Tony Scott. Merci Furtif, merci excellent réalisateur. Et merci beaucoup pour les bits. Et on va partir sur le dernier film qui est un film que j'ai choisi. Les figures de l'ombre que vous pourrez retrouver sur la plateforme de Disney+.
Et ne vous privez pas, vraiment, pas de problème les gars, cœur sur vous, mais triple cœur sur toi. Et Anonymous Cheewer, tu nous fais kiffer. J'adore son pseudo, lui son concept, ou elle, on ne sait pas, ou ouais, elle. son concept c'est de faire des tirs. Mais ça nous fait plaisir que tu sois là, on pourra dire, t'y étais, trop de monde, Twitch va crash, je pense que oui. Et encore, très sincèrement, on vous le tease, la dernière émission, je sais pas si vous êtes prêts, mais nous-mêmes on est en train de bosser dessus, et c'est rare qu'on bosse sur une émission un mois avant. Mais là, il y a du très lourd. La prochaine émission, connectez tout et tout le monde. Parce que je vous garantis 2h30 de pur divertissement. Mais véridique, hein. Véridique. Et donc, on va parler des... Tu les teases trop, après ils vont être déçus. Mais non, ils vont pas être déçus. Non, on est là, je ramène tes potes. Et ouais, on ramène tous vos potes. Je n'arrive plus à envoyer l'Anonymous mode. Ça se trouve, c'est Dova, non. Peut-être. Alors donc, on va parler du casting des figures de l'ombre que vous pourrez retrouver sur Disney+. Raven, je veux connaître le réalisateur, les actrices, le scénariste, le musicien, celui qui s'occupait de la cantine, celui qui les changeait, la costumière, tout. Dis-moi, le cascadeur. Donc je crois Pas de cascade dans que le j'ai film. juste oublié de noter, parce que je ne connais pas le réalisateur, oui voilà, Théodore Melfi, qui a réalisé les figures de l'ombre Méfie-toi. en 2016, disponible en DVD et Blu-ray et sur Disney+, comme l'a dit le capitaine. Merci et méfie-toi. Oui, c'est moi, mais je peux plus l'enlever. Voilà. Ah là, c'est pas moi. Ah bah bravo. On sait plus qui est qui. On sait Mais plus merci qui est quand même qui. pour les beats. Méfie-vous. Il y a Ah. Sheldon dedans. Oui, je vais y revenir. Attendez, Donc calmez-vous. on va aller voir en direct qu'est-ce qu'a fait Théodore Melfi. Donc Théodore Melfi, alors réalisateur. Donc ça, c'est des films qui sont pas encore sortis. Les figures de l'ombre, Saint-Vincent et Wedding Road. Donc ok, d'accord. Donc il a pas fait énormément de trucs. Fruit Loops. Braquage à l'ancienne, il a scénarisé le film Braquage à l'ancienne, Merci Dova. qui est réalisé par Zach Braff. Zach Braff, c'est l'acteur principal de Scrubs. Blague validée, il a dit pour mon truc. Scrubs que vous pouvez retrouver sur la plateforme Star de Disney+. Il a pris qu'un mot que j'ai dit. Scrubs. Oui, merci Velma pour les 100 bits. Oui, Scrubs. Alors, tiens, décolle-toi un peu, il me colle comme Et ça. si là. je fais ça, je sors de la caméra, je vais Mais non, tomber tu dans le sors vide. pas. Bah, non, il se jette là-bas. Attention! Moi, si tu veux, je vais là. Vas-y, Bon. continue là, on veut savoir c'est qui les acteurs. Dépêche-toi. Scénarisé par Alison Schroeder, qui a scénarisé Jean-Christophe et Winnie, qui n'est pas disponible sur Disney+, et j'aimerais bien, parce que je n'ai pas vu le film. C'est le film, en fait, sur Winnie l'ourson, mais en live, mais c'est après. C'est, en fait, le garçon a grandi. Et Winnie Et, se drogue. Et non, il est un peu abîmé et tout gris. Il se drogue. Ils le disent pas dans le film. Je suis sûr, Winnie, il a mal tourné. Tiens, bourriquet. Il est je où, pense- Coco Je Lapin? pense de base, il se droguait de base. Winnie se mettait... Mais en Oui. plus, tu savais que bourriquet, c'est la dépression. Ouais, ça, je Porcinet, savais, c'est par l'anxiété. contre. Ouais. Winnie, c'est... Voilà, bref. Ça, je savais. Donc, ils ont mal tourné. Donc ça, c'est le film, le dernier film d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu une... Capitaine nouveau alias truc. Frotman. Frotman. Non. Et elle a aussi participé au scénario de La Reine des Neiges 2. Et pourquoi vous allez me dire que à scénarise des films pour enfants va sur ce film-là? Parce que elle a étudié les mathématiques avancées à l'université, elle a étudié à l'agence spatiale, sa grand-mère était programmatrice à la NASA et son grand-père a participé au programme Mercury, le programme dit dans le film. Ah, c'était le programme Mercury. C'est ça, le programme MDR. Mercury. Ils le disent pas dans le film. Si, ils le disent. Ah bon? Oui. Ouais, j'ai pas écouté. C'est d'après le roman de Marco. Là, tu vas... Ennemi d'État, Marco, on est en train de le Margot perdre. Même lui, Lee. il va s'éteindre. Même lui, il va s'éteindre comme la caméra. Margot Lee Shetterly, qui est aussi productrice sur le film. C'est avec Taraji P. Henson, qui a joué dans la série Person of Interest et Empire. Octavia Spencer, qui a joué dans Marie avec Chris Evans, très bon film que je vous recommande, et qui a aussi joué dans La Forme de l'eau. Janelle Monáe, qui a joué dans Moonlight. Et Merci Bienvenue à Yo-Yo, Marwen. tu nous fais kiffer. Merci beaucoup. T'es encore plus beau. Plus il va Plus il mettre, met, tu seras plus beau. il est beau. Bah, mets des beats, ça te rend Mais plus vous beau. êtes tous beaux sur la BDR TV, 19 viewers, on Donc, est en train de péter le score là. Janelle Monáe, qui a joué dans Bienvenue à Marwen, et je vous conseille de voir Bienvenue à Marwen, et elle a joué dernièrement dans Antebellum. Alors si vous voulez voir Antebellum, je vous conseille de ne rien voir sur le film parce que la bande-annonce
spoil énormément et c'est dommage. Ça m'a cassé, les ça m'a pieds, cassé le film. les oreilles. Ah, le film. Ouais, ça m'a cassé la surprise du film, en vrai. On retrouve le fameux Kevin Costner qui a joué dans Postman, Waterworld, Danse avec les loups et bien d'autres films et qui fait de la country aussi. Spider-Man 1 Spider-Man Marvel, ouais. Les Spider-Man Marvel, il joue le faucon, si je me souviens bien. Il y a Kristen Dunst, j'arrive jamais à dire son nom. Qui a aussi joué dans Spider-Man, mais celui de Sam Raimi. C'est ça, la trilogie de Sam Raimi, elle a joué MJ, et elle a joué aussi dans Marie-Antoinette et puis plein d'autres films. Il y a Aldis Hodge qui a joué dernièrement le Invisible Man qui est très bon et qui va jouer dans Black Adam qui va bientôt sortir chez Warner. Il y a Jim Parsons qui a joué, justement, Jim Parsons c'est j'ai oublié, Sheldon de Big Bang Theory. Regardez pas ça. Oui, bah faut aimer, moi je déteste, mais c'est chacun ses goûts. Il a joué aussi dans Extremely Wicked, Shockingly Evil on Ville, sur Netflix, film assez ouf d'un homme qui a tué je ne sais combien de femmes, en fait, et il les a séquestrées et tout ça. Il a un peu une tête de psychopathe. Hein. Alors c'est pas lui qui joue le psychopathe, c'est... Il trafique les emotes de Dova sur le chat, pardon, ils me font rire. Génial. C'est pas lui qui joue le psychopathe, celui qui joue le psychopathe dedans, c'est Zac Efron. D'ailleurs, il joue très bien, pardon. Je vous le conseille, il est sur Netflix. Et, bien sûr, vous l'avez vu, Mahershala Ali, qui a joué dans Moon Knight, True Detective saison 3, et qui va jouer dans Blade. Ouais, mais... Et ça, c'est bien. M'en fous. C'est produit par Pharrell Williams, ça, je m'en fous, qui fait la musique du film, et qui est un grand fan de l'espace, il l'a convié. Et... C'est Ted Bundy, le tueur en série, par rapport au film auquel tu faisais référence avec Sheldon de Big Bang Theory. C'est ça, mais c'est joué par Zac Efron. Voilà. Ouais. Zac Efron. Ouais. Là, je viens de tilter. Oui, bah oui. Zac Efron. Oui, Zac Efron. High School. Et c'est exactement. NBA. Et c'est un très bon acteur. Ah oui, on l'avait vu dans Alerte à Malibu. Alors, oui, à part il ça. nous avait fait marrer. Oui, mais il arrive à se moquer de lui. Là, il joue, ouais, voilà, mais il joue un peu le même délire, mais oui. Excellent, oui. Oui, c'est un bon acteur, c'est vraiment, et c'est surprenant d'ailleurs. C'est surprenant parce qu'il a une image qui lui colle à la peau, mais c'est pas du tout, Tu voulais peut-être mettre la bande-annonce? Oui, bah, j'attends que tu parles du synopsis du film. Alors, le synopsis du film, qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, il faut savoir que ce film-là, merci Dova pour les cheers. Le synopsis du film, il faut savoir que c'est un film que j'ai eu envie de voir juste après avoir filmé Bird of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, puisque ce film-là se voulait avant tout un film qui, donc, défendait l'image de la femme. Après, chacun se fera sa propre opinion dessus. Et j'ai été interpellé par ce film il y a quelques années quand j'ai vu qu'il existait, j'ai vu la bande-annonce et c'est vrai qu'il avait éveillé mon intérêt et puis j'y avais plus repensé. Et puis j'ai vu qu'il était sur Disney+, je lui ai dit mais vas-y, il y a moyen de regarder ça parce que ça peut être il y a moyen de se mater ce film parce que ça m'intéresse. Alors, j'aurais jamais dû, je pense qu'il faut qu'on coupe la bande-annonce maintenant, j'aurais jamais dû regarder la bande-annonce parce qu'elle pourrit une des scènes cool du film et c'est bien dommage. Et laquelle? Le pied de biche. Ah oui. Donc bah moi je regarde pas les bandes annonces donc non mais moi je l'ai vu il y a longtemps, il y a longtemps. Et ça nous parle des femmes de couleur qui aux États-Unis pendant la ségrégation devaient s'asseoir au fond du bus. Qui étaient mises à l'écart, qui avaient donc malheureusement pour elles, parce que la société n'est toujours pas parfaite, mais à l'époque déjà quand t'étais une femme ça t'aidait pas, mais en plus que tu sois une femme de couleur, ça t'aide encore moins. J'ai parfois la voix qui vire à Joey Star. Bientôt mon album de rap. Et en fait, le fait que pas dans tous les États des États-Unis, c'était ségrégationniste. Et en fait, là, la base de la NASA était située dans un État ségrégationniste. La Virginie en l'occurrence. Et donc l'histoire commence avec, on nous raconte l'histoire d'une petite fille qui est une génie. Qui travaille très bien à l'école et qui est Catherine Johnson qui travaille très bien à l'école et donc et qui est dans une école donc qui est dédiée aux enfants de couleur et toute l'école se cotise pour pouvoir lui permettre d'aller suivre des études parce que tout le monde croit l'école existe, elle s'appelle je vais arriver à la trouver, non je vais pas la trouver, si Morehouse College, une des plus grandes universités noires aux États-Unis. Et c'est pas une université, elle est petite. Oui, mais c'est une école. Oui. Bah, en fait, l'école où elle est, le professeur ou
ou le proviseur, je sais pas qui c'est, lui dit à ses parents qu'elle est intelligente et en fait il va l'emmener. En fait, c'est une université qui fait collège. D'accord. Et il va l'emmener à justement cette fameuse université. Tout le monde pigeonne à la NASA. Exactement, tout le monde pigeonne. On va arrêter de couper le rythme et pouvoir vous expliquer. Le Majordome, très beau film aussi. Ah bah, donc, ça va, c'est pas. Tout le monde nous propose des films. Attends, dis pas, j'ai pas vu. Toi, tu donnes ton avis sur des films. Attends, déjà, on donne notre avis sur celui-là. Sinon, hop là. Et du coup, c'est cette jeune Catherine va grandir, pouvoir revenir. Elle va pouvoir intégrer la NASA avec deux autres de ses amis qui sont Mary et l'autre, j'ai oublié son nom. Moi aussi. Mais on peut aller voir, regarder. Faut me les mettre sur le côté. Ça ça va, tranquille. Voilà. Donc Dorothy et Mary, et elles sont très fortes en mathématiques. Mais elles sont cantonnées à un endroit de la NASA où les gens de couleur sont regroupés et ils doivent travailler entre eux et en aucun cas, sauf ordre de la direction, se mélanger avec les personnes dites blanches. Et nous allons donc suivre leur parcours professionnel et familial et personnel dans ce qui s'avère être l'une des histoires les plus fantastiques où des femmes de couleur ont aidé la NASA à faire en sorte de gagner la lutte spatiale contre l'URSS puisque ça se passait... Non, on dit pas ça sur le live et en plus, non, c'est l'URSS et les soviets. Oui, c'est vrai. Voilà. Et de gagner la lutte contre donc l'URSS sur la conquête spatiale et elles auront eu un... Wouh, ça va couper. C'est magnifique. Je vais essayer de régler ça. Elles auront eu un rôle fantastique. Et alors ce film, déjà les acteurs, mais les actrices. Mais on va parler des trois actrices principales. Elles sont d'une élégance et d'une force. Elles occupent la caméra. Elles sont fantastiques. Kevin Costner, rien à dire. Kevin Costner joue le rôle d'un ordinateur humain. C'est-à-dire que Kevin Costner, il est binaire. Blanc, bleu, c'est 0-1. C'est que ça. Lui, il ne cherche pas plus loin que les chiffres. Il est très fort. Et c'est ça qui est intéressant. Il cherche pas plus loin que les chiffres et il voit il voit pas la différence entre son équipe, en fait. Alors, Dova nous dit, c'est chelou, les films en noir et blanc ne sont pas en couleur, le noir n'est pas une couleur, donc pourquoi appeler les noirs des hommes de couleur? Eh ben, si j'ai repris ce terme-là, puisque c'est un terme qui est employé dans le film, puisque dans le film, lorsque ils vont quelque part, il y a écrit Colored People. C'est les panneaux, oui. Et c'est les panneaux, la cafetière. Donc, ils les appelaient les gens de couleur, pour ne pas dire les noirs. Et c'est pour ça que je voulais reprendre en fait cette terminologie du film parce que j'y ai réfléchi avant de faire mon débrief film parce qu'on réfléchit avant de faire des débriefs films et je voulais insister là-dessus. Je me disais j'espère que quelqu'un dans le chat va relever et félicitations Deva, tu as relevé. Merci. Non mais c'est bien du coup. Il est attentif. Vous avez trop cassé la réalité les gars. La caméra a pas suivi. Eh bah oui mais on casse tout et moi je casse le plateau. Il m'engueule d'ailleurs. Ils sont vraiment noirs finalement. Ils sont non seulement noirs mais en plus elles sont courageuses ces femmes quand on connaît leur parcours puisqu'après moi après avoir vu le film j'ai été me documenter sur le parcours de ces femmes qui ont été reconnues que bien très tard. Oui, et il faut savoir. Alors, merci pour le rebondissement. Je savais, j'ai lu le truc. Oui, je savais. Alors oui, parce que alors je la cite justement cette Catherine Johnson, donc là la femme qui sort de ce lot, on va dire, des trois personnages principaux. La personnage, on va dire qui celle qu'on voit toute petite au exactement. Début. Alors elle dit, comme n'importe qui, je me suis contenté de faire de mon mieux, que ce soit au travail, dans ma famille ou au sein de ma communauté. Je ne fais que résoudre des problèmes qui devaient être résolus. Et à s'étonner justement que des gens trouvent ça intéressant que des personnes comme elle fassent leur travail, tout simplement. En fait, quand elle a vu le film, elle a dit ça en interview. Ah non, mais le film... Et son travail a maintenant été reconnu à la NASA. Et attention... un pôle de recherche et calcul a été créé en mai 2016. Oui, je sais. Ouais, mais simplement, ce que je veux dire, mais oui, mais je sais très bien que t'as lu, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été simplement reconnu en 2016. Tu vois un peu le manque de reconnaissance. Toutes ces années-là, plus de 50 ans presque. Non, peut-être pas plus de 50 ans, parce que c'est dans les années 60. Oui, bah c'était avant Apollon 11, parce qu'elle a aussi participé à envoyer Apollon 11 ouais, non, mais c'était presque 50 ans, si ce n'est plus. Au final, elle a joué dans les films incroyables, La couleur des sentiments, et aussi c'est Velma Strange qui a découvert en Self-Made. Ah oui, Octavia Spencer, j'adore. Moi, c'est une des actrices que je kiffe de ouf. J'ai été très triste quand elle a joué dans le film de Blumhouse, qui est nul à chier, mais j'adore Octavia Spencer. Voilà. Et ce film vous racontera... Moi, je trouve que Kristen Dust est insupportable. Justement, j'ai envie de lui mettre des coups de genou dans la gorge. Moi qui trouve qu'elle joue très mal, elle joue très bien son rôle. Non, dans le film, elle est insupportable. Et il y a il y a quand même des personnages qui sont le Black Panther.
Oui. Ah, il est énorme. Bah, c'est Par contre, ça, j'ai pas aimé, tu vois, qu'il passe de Black Panther, genre, t'as vu, faut pas se laisser faire, ils vont nous machin, nanana, et d'un seul coup, non mais, je suis d'accord avec toi. Je fais, mais à quel moment il y a eu la transition, frérot? Le truc, c'est ça qu'on peut parler, justement, comme tu l'as dit à la fin du film, le film est un peu lisse, à vrai dire. Alors oui. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher, à vrai dire. Plus de 50 ans, c'était en 69, merci Zartival pour la... Eh, merci. Merci beaucoup. Il y en a qui suivent, hein. Oh, mais non, pas de gros mots, ZKNU, on respecte tout le monde. Alors oui, excusez-moi. Ce que tu m'as vouvoyé. Bah non. Incroyable. C'est Il m'a vouvoyé. vouvoyé. Ouais, Il bah, m'a dit, bon. excusez-moi. Gonfle pas, gonfle pas. Attends, j'ai un truc en dessous. C'est mon portable. J'avais oublié qu'il était là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Si, on parlait du fait qu'il était trop lisse, du Black Panther qui était vénère. Alors, il est, ouais, alors, le film a une réalisation, on va dire, alors pas banale, mais, elle est belle. Oui, la photographie est belle. Magnifique. Mais la réalisation, ne saute pas aux yeux, ne fait pas, des fioritures ou quoi. Elle est normale et elle est bien et elle accompagne le récit. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de comparer ce genre d'histoire à ce que Steven Spielberg a fait dans ces années. Et Steven Spielberg, lui, mise tout sur la mise en scène et magnifie ses personnages. Là, dans le film, les personnages ne sont pas magnifiés, ils sont tous au même niveau. C'est fait exprès, c'est pour justement montrer que tout le monde est au même niveau et que tout le monde, tous les êtres humains sont pareils. Mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de ça. Et justement, plus le film avance, et plus, comme tu l'as dit, c'est lisse et qu'on n'a plus vraiment de... Il y a pas une réelle critique profonde et méchante voilà. vis-à-vis du gouvernement américain et de ceux qui ont pas honte de gérer le racisme et de se dire que ça c'est pas normal, on fait pas ça à une femme, on fait pas ça parce qu'elle est noire, on fait pas ça à un être humain. Vous avez été des pourris à cette époque-là, il serait peut-être temps que vous vous mettiez en condition dans vos films et que vous assumiez le fait que vous avez pas une histoire glorieuse à ce niveau-là, vous avez pas à faire ça à des femmes, elles vous ont apporté des choses, on s'en fout qu'elles soient noires, vous m'avez foutu la haine et la haine de ouf, et franchement le réalisateur il est bien gentil dans son film parce que c'est moi qui réalisais le film, je peux te garantir que la Kristen Dunst, bah t'aurais eu envie de la pendre. Bah, tu voulais dire quelque chose là. Mais ça, en faisant ça, tu joues leur jeu. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Ah si. Bah non. 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 Si. Joey Star représente. Non mais voilà, en fait je pense... Non mais c'est un film où il faut égratigner un peu la bêtise américaine. Oui, et le problème c'est que... Après, il faut que... j'ai compris pourquoi il a fait ça, parce que c'était un film... il voulait toucher tout le monde et une grande partie, je tout titre pour les il voulait toucher une grande partie du public à mon avis. C'est un film familial. Voilà, c'est un film familial, mais qui traite d'un sujet compliqué et qu'il faut parler. Et je pense que l'orientation du film est correcte à vrai dire. Après, on peut avoir des genres de films durs comme ça, comme 12 Years a Slave ou encore Antebellum justement avec Janelle Monáe ou des Get Out, qui sont un peu plus incisifs dans leurs propos concernant ce sujet-là. Pas la même temporalité et les débats sur le Black Lives Matter, etc. sont passés par là. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un fait de société où quand on en parle, tu vois, c'est comme les films où, c'est pas un peu stéréotype, mais tu sens qu'il y a eu un avant et un après Black Lives Matter. C'est-à-dire que les films que t'as avant... Bon, alors, je sais pas s'il y avait un avant-après, parce qu'il y a, ça a quand même tout le temps existé, ce genre de choses. Pardon. Je te parle de la réalisation des films. Je te dis qu'il y a des films qui marchent. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, je les ai pas tous vus. Mais par exemple, avec Denzel Washington. Je sais plus, le film avec le caddie, là. Radio. Je sais plus comment il s'appelle le film. Tu l'as pas vu? Denzel Washington qui pousse un caddie, il y a une équipe de football américain. Et, enfin, tu l'as pas vu? Il s'appelle Radio. Le Radio, le film? Non, le personnage qui pousse le caddie. C'est pas le plus beau des combats? Ah, peut-être. Je sais pas, moi je l'ai vu. Hein. Il y avait pas de titre. Il y avait écrit film 00001. Donc c'était un fichier et j'ai vu le film et c'est pas que des fois j'ai l'impression que tu sais ils veulent quand même se donner le bon rôle. Alors je dis pas qu'il y avait que des gens méchants, tu vois, mais ça a été dur pour eux. Il y a eu des gens pendus, il y a eu des églises vandalisées, le fait qu'on sépare tout et tout le monde, c'était quelque chose déjà de socialement violent au niveau de l'occupation de l'espace. Ça a pas dû... Là, en fait, ce film-là, il est beau, il est sympathique. Le sujet qu'il traite, comme tu dis, il est compliqué et ils le font plutôt bien, notamment au début. La scène où elle dit, attends, on est escorté par un policier. Oui. Je vais me faire un plaisir de suivre à toute patate. Donc, t'es en train de dire que bienvenue chez les ch'tis, ça vient d'une phase peut-être que c'est une phase pro-ch'tis qui, à l'heure actuelle, sont confinés. Ça a rendu les ch'tis plus sympathiques quand même aux yeux de la France et c'est vrai. Et moi, je pense que tu vois, on en parlera après de ça, de l'influence sociale dans la pop culture. Mais moi, je pense qu'il y a une manière dont on a abordé le débat au début, première moitié entre 2000 et 2010. Et que peut-être après 2015,
Après, tout ce qui éclate, et ben le cinéma et le regard qu'on a là-dessus est en train de changer. Bah, pareil pour le combat des femmes. Hein. Moi, je trouve pas que la réalisation ait changé. Je pense que c'est plus la démocratisation de ces films-là qui sont devenus. C'est un peu devenu en mode si tu regardes des films qui justement portent un message Black Lives Matter de cette époque-ci là. Non, pas qui porte un message, que Non, mais le mouvement a une incidence après sur les productions qui concernent cette thématique-là. Et pour moi, c'est sûr. Je sais pas. Alors oui, indirectement oui, mais je pense que c'est plus le public ou les mentalités de l'époque qui se disent, parce que là on est dans une époque où si tu fais pas ça, si tu regardes pas ça, si t'acquiesces pas ça, t'es contre ça. Ouais, mais Get Out, c'est, tu vois, ça a été fait dans une autre optique. Et Get Out, qu'on a débriefilmé d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur les VOD de la BDR TV. Mais tu vois, Get Out, tu sens que le propos militant, il est plus appuyé, il est plus recherché, que ce film-là, son défaut, c'est que c'est pas il veut froisser personne. En même temps, il dénonce et en même temps, comme je te dis, il est lisse comme film. Oui, mais c'est pour ça que un des protagonistes gentils est un blanc. Bah, c'est le même problème que j'avais dans Django Unchained. C'est-à-dire que l'émancipation de l'homme noir passe d'abord par la bénédiction de l'homme blanc. C'est pas que j'aime pas ça ou que ça n'a pas existé, mais qu'à un moment donné, ce serait bien que le personnage qui évolue dans son film, en l'occurrence l'homme ou la femme noire, puisse s'émanciper par lui-même. Et pas avec la bénédiction ou l'aval de l'américain qui finalement, voilà, voit en lui l'humanité, comme s'il avait besoin du regard approbateur de la personne qui le domine hiérarchiquement dans cette société. Ça, j'aime pas trop. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, t'as vu comment j'ai levé le débat, genre, à tout le temps crier, dire de la merde. Mais je pense que c'est quand même un film qui a son intérêt, ne serait-ce que pour la cause des femmes, pour la cause de tout ce qui, pour connaître notre histoire, parce que c'est, en ne sachant pas ce qui s'est passé avant, on risque de répéter les mêmes erreurs. Et c'est quand même bien de savoir que les plus grandes avancées de la NASA à cette époque-là ont été, et les femmes noires y ont largement contribué. Mais peut-être que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Bon, je peux, oui, c'est pas obligatoire, mais oui, je voulais parler de l'écrivaine Margot Shetterly. C'est vrai ce qu'il vient d'écrire, Dova. Dans le jeu South Park, si tu créais un perso noir, le jeu était plus dur. C'est fort probable. Purée, ils sont quand même les mecs. Oh là là. C'est exact, apparemment, oui, c'est vrai. Oui, c'est fort probable. Et qu'est-ce qui joue? Oui, l'écrivaine du livre, c'est en fait son père travaillait à l'agence spatiale et elle a donc fait, par rapport au travail de son père, elle a vu comment ça se passait et elle a fait après, suite à ça, des recherches et des entretiens, elle a fouillé des documents et tout ça, archivé pour raconter justement le quotidien de ces femmes noires qui travaillaient dans l'ombre, d'où le titre Les Figures de l'ombre. Et après ça, après le film, parce que son livre, elle a écrit son livre, ça a fait un succès, le film a été adapté, le livre a été adapté en film, et après le succès du film, elle a créé l'organisation Human Computer Project, dédiée à l'archivage du travail de toutes les femmes qui ont contribué au premier succès de la NASA et tout ça, parce que comme on l'a, c'est le projet Mercury dans le film, mais les personnages ont évolué. C'est devenu ils ont eu une place. Des héros de la nation. C'est ça, ils ont eu une place beaucoup plus importante dans la NASA et ils ont aussi participé au lancement de Apollo 11 justement. Oui, et puis ces femmes-là, ces trois personnages-là qu'on a, il y en a une qui travaille donc, chacune travaille dans un département et chacune défend un aspect de sa position au travail. Une qui veut accéder à des cours privés mais qui sont réservés que aux blancs, une qui de son statut de mère de famille essaye d'éduquer ses enfants et qui va faire en sorte de pouvoir avoir un temps d'avance sur l'environnement qu'elle a pour pouvoir garantir son poste de travail ainsi que celui de ses collègues, et une autre qui va être nommée dans un poste clé où elle va devoir se révéler. En fait parce qu'en fait ce qu'on n'a pas dit c'est qu'ils travaillaient ça s'appelait des calculatrices, les femmes qui calculaient, ça s'appelait des calculatrices et c'était avant que les ordinateurs arrivent, et une de ces femmes voit qu'il y a un ordinateur qui est justement créé par IBM qui arrive à la NASA et qui se doute que elles vont être remplacées par ces machines, et elle voit qu'en fait ces hommes blancs qui n'arrivent pas à contrôler la machine, elle se voit qu'il y a un truc à prendre, donc elle va aller à la machine, étudier la machine pour pouvoir la contrôler et
et la réparer, tout ça, et enseigner à toutes les femmes noires qui travaillaient en tant que calculatrices à aider c'est pas entretenir que je veux dire, mais Non, à faire marcher. à faire marcher les Techniquement, ordinateurs. connaître la machine et être C'est ça. capable de gérer la machine. Et c'est comme ça qu'elle devient en fait la chef des machines informatiques. Tu peux pas le dire, ça. Ah, bah, excuse-moi. C'est pour ça, au début, je me dis, je vais le couper, non, je vais le laisser faire. Et après, je me suis dit, faut peut-être pas trop en dire sur le film si vous ne l'avez pas vu. Mais la NASA faisait appel au travail. Bah oui, non, mais il faut savoir que les personnes qui subissent souvent l'oppression, Alors, que ce soit femmes ou personnes racisées, et ben c'est des personnes qui font beaucoup avancer les choses en off et que souvent, bah on voit plus le côté oppressif et on voit pas ce que les gens font pour faire avancer les bails, hein, j'ai envie de vous dire, à différents niveaux et quel que soit le pays. Tu voulais dire? Il faut, bah, ce qu'il a dit, la maintenance. NASA faisait appel au travail au noir. C'est chelou, oui, mais non, en fait, parce que justement, Non, c'est un peu C'est grave. une blague. Oui, mais je sais que c'est une blague, mais je vais rebondir dessus intelligemment du fait que dans justement la base de la NASA était dans un état Ségrégationniste. voilà, et en fait, ils ont quand même, le patron de la NASA a quand même embauché des personnes noires, et c'était assez inédit, pour travailler dans la NASA, même si ils avaient un Tu les payais moins cher et ils étaient aussi forts. c'est ça. C'est pour ça qu'ils les embauchaient. Alors oui, mais alors oui, je dis pas que c'est bien. Non, mais c'est totalement mais bien. je suis pas en train de tu te vois. dire que c'est bien, je suis Mais- en train de te dire que c'est pour ça qu'ils étaient là. Parce que c'est de la main d'œuvre de bonne qualité, pas chère. C'est-à-dire que le patron de la NASA, il le fait pas dans un délire. Ah, tiens, Non mais je sais très bien, Voilà. oui. Ah bon, c'est pas compris, là. Oui. C'est pas compris. Enfin bref. On s'est pas compris. On va mettre une note à ce film qui nous a finalement, et il a déchaîné les foules, ce film. Moi, je pensais que c'était le docteur Panassus qui allait nous faire ça. Oh, ça aussi, oui. Ça a coupé! C'est une photo. Là, je pense qu'on sera plus Oui, coupé. je pense Ça que va la être tout noir. caméra nous dit que c'est bon. Bon, la c'est fini. caméra en a marre, donc tu lui mets la note de combien? 4. Eh ben moi aussi. Ah. On est à part pour Ah. Ennemi d'État, on est sur la même longueur d'onde. pour Oui, tous les films. mais c'est. Mais du coup, tu l'as aimé ce film? Bah, j'ai pas dit le contraire. Parce que c'est après, ça tu le découvrais, tu ne l'as jamais Oui, vu. je l'avais jamais vu. Et du Je coup, connaissais, je savais ce que c'était, mais je l'ai jamais vu. putain, Mais ouais, j'aime bien. Eh, niquez-vous. Tente pas. Tout le monde me dire ta gueule. Ils sont chauds sur le chat. Mais quand même, les acteurs sont bons. Le scénario, inspiré de faits réels. La réal, ouais, c'est pas du Steven Spielberg. C'est vrai que quand tu regardes Pentagon Papers avant, Ou même Et ça la couleur pourpre. Aussi, J'ai c'est pas à vu. ça que je pense. Bah, on pourra le regarder un jour si tu veux. mais oui, bon, je vous abandonne. Merci Mais Bécane, on va Bécane, pas tarder à partir. Bisous nous les aussi. poneys, mais nous aussi on va pas tarder à y aller, on va pouvoir faire une récap de tous les films que nous avons donc vus. Nous avons donc vu en premier lieu l'Imaginarium du Dr Parnassus, réalisé par Terry Gilliam avec Jude Law, Johnny Depp, Kevin Costner, mais surtout Heath Ledger et bien d'autres encore, qui copera d'un 4 sur 5 de nos deux côtés. Film ô combien réalisé à la façon des Monty Python que connaît Terry Gilliam, avec une histoire, c'est un ovni dans le monde du cinéma. Pour peu que vous ne l'ayez pas vu, que vous soyez intrigué par des réals qui sortent des codes, allez vous jeter sur ce film. On lui a pas mis 5 sur 5 parce que, bon, par rapport à certaines œuvres de Terry Gilliam, on reste un peu en retrait et on a beaucoup plus aimé d'autres œuvres. Par rapport à son cinéma, on trouve que peut-être que la mort de Heath Ledger a péché ou a joué sur la réalisation du film. On ne sait pas, mais en tous les cas, on recommande et merci Ramgamp, je me fais la malle aussi, des bisous Ramgamp. En film numéro 2, nous avons donc vu Ennemi d'État, réalisé par Tony Scott avec Will Smith, John Boyd et bien d'autres encore. Donc Jack Black qui faisait ses débuts dans un second rôle, on le voyait un peu plus, où Will Smith fait la course contre des astéroïdes. Non, contre des satellites, et un gouvernement américain qui lui veut du Il faut mal. faire ce film. Ça pourrait être pas mal, tu sais, il court dans la rue, il y a des astéroïdes qui tombent. Et donc ce film-là est copera d'un 5 sur 5 par Raven, puisque c'est une Madeleine de Proust, c'est un film qu'il a beaucoup aimé, qu'il allait voir sur TPS Star en replay parce qu'il adorait ce film, il savait que tout se passait sur ce film. Et moi je lui mets 4 sur 5, parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu embêté dans le film, mais pas trop, parce que ça reste quand même un bon divertissement et un film d'action de qualité. Tony Scott, merci beaucoup. Et nous allons pouvoir passer ensuite au film Les Figures de l'ombre avec donc de Théodore Melfi. Donc vous ne pouvez ne pas vous méfier.
J'aime bien cette blague. Hein. J'adore cette blague. Merci Zkali. Merci beaucoup. De ce film avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe et bien sûr Kevin Costner qui racontera bonne soirée à JLT et à Romgam qui racontera donc l'histoire de ces Afro-américaines qui se sont battues pour leurs droits, qui ont existé au niveau historique et qui ont aidé la NASA dans la conquête spatiale avec des acteurs de talent, une réalisation malheureusement un peu lisse qui voudra convenir à tout le monde. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Tu m'as trollé là. Mais non, c'est pas ma faute, c'est Twitch qui t'a trollé. Ah, c'est Twitch qui m'a trollé. Et oui, je sais pourquoi il y a eu un écho. Et nous lui mettrons donc tous les deux une note de 4 sur 5 en faisant ça en fait. Merci Marc. Attends, je le lis dans ma tête avant de le lire le pseudo. Parce que rappelle-toi quand c'était pas. Ah oui, mais. Merci à toi Marc de venir casser des réalités. T'es le bienvenu parmi nous. Et c'est un film auquel nous mettrons tous les deux la note de 4 sur 5 parce qu'une réalisation un peu lisse fait que ce film-là traite d'un sujet compliqué. Il est beau à regarder en famille. Ce sera toujours une bonne leçon qu'on pourra donner aux jeunes générations, puisque la ségrégation, on rappelle, c'est quelque chose de mal et l'oppression qu'on fait sur les personnes racisées ou ou femmes ou quelles qu'elles soient, c'est pas bien. Voilà. Sans bruit sur le miroir des lacs et calme le signe change. Je sais pas. Bah c'est un artiste. Merci beaucoup Yo-Yo. Marc est un artiste. Marc, tu fais des poésies parce qu'on connaît quelqu'un qui fait des poésies et c'est pour ça que je vais parler de nos partenaires, bien sûr, comme à chaque fois, la PGR. Et je l'ai déjà vu ce film, et je sais, mais vu que les cinémas sont fermés, Marc, et ben en fait, on voit des films qu'on n'a pas encore vus, ou qu'il a déjà vu, parce que lui, il a tout vu, et on les note sur 5. Donc, par rapport à moi, t'as vu fois 1000. Hein. J'ai pas vu, nous rappelons les figures de l'ombre. Ah oui, c'est vrai. Et purée, ça me faisait plaisir de te montrer un film que t'avais pas vu. La PGR qui est la Pass Game Rebirth, qui est le site de rétro gaming où Romgam peut faire des tests avec l'équipe telle que Dova ou même parfois son frère et même Raven ici présent rédige des tests sur le rétro gaming. T'en as fait un quand même, moi j'en ai pas encore fait. Donc je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur le site de la PGR qui sont nos partenaires et qu'on aime très fort. Mais il n'y a pas que puisque qu'est-ce que tu fais dimanche? Qu'est-ce que je fais dimanche? Mais qu'est-ce que tu fais dimanche à 16h? J'essaye de conquérir le monde. Ouais, oui, t'es minus. Et sinon, tu pourras aussi regarder. On va sur le Twitch de Litena qui vous fera du coup un stream lore sur Tolkien à 16h dimanche. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne. Allez la voir, on y sera nous et on écoutera ce qu'elle a à nous dire puisque Litena fait des streams sur des point and click mais aussi sur l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est une traductrice, elle est de talent, elle est toujours pertinente dans ses écrits et dans sa réflexion. N'hésitez pas à lui donner de la force. C'est toi la radio que vous pouvez aussi voir qui est un autre de nos partenaires. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Eh ben on regarde Litena, on vient de te le dire mon ami. Et c'est toi la radio que vous pouvez voir qui va bientôt fêter ses 1 an, qui peut vous faire voir des mix avec DJ Jabber. Vous avez Jericho, Mara, Panzer, Candice qui vous parleront de culture sous toutes les coutures. Mais il n'y a pas que. Ancestral, tu peux laisser ta chaîne aussi Ancestral qui fait de la gravure. Ancestral qui vous racontera une histoire par rapport à l'art qu'il maîtrise que vous pourrez retrouver sur les lives de nos partenaires. N'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Ancestral, à aller voir, à lui donner de la force. Il est présent sur le chat, à aller les follow. Merci à vous tous et à vous toutes pour les bits, pour les dons, pour les abonnements. Merci Raven pour ton travail. Là, vous avez été, on est monté jusqu'à 19 spectateurs. On est un peu agréablement surpris. Merci beaucoup Ancestral. On va faire ta commande Ancestral pour diffuser ton lien. Et bien sûr, attends, j'allais oublier. Ah! La carte, oui, parce que vu que j'ai vu que Marc est un poète, nous avons aussi Dova, purée, honte à moi. Nous avons aussi Dova qui rédige des poèmes et moi d'ailleurs c'est samedi ou dimanche. Tu vas rédiger un poème? Non, je me suis trouvé un temps pour lire tous ces poèmes sur WhatsApp. Incroyable. Et donc du coup je donnerai mon retour sur la prochaine émission sur les poèmes de Dova. Alors je suis pas très poésie donc on va voir. Donc vous avez ici donc le lien de Dova avec tous ces réseaux puisque Dova est disponible sur Twitter, TikTok. Il est partout. Dova à TikTok. Il est partout. Il est sur Instagram, il danse Wattpad, sur TikTok. Il danse sur TikTok. Il fait parler son chat. Il fait le truc TikTok. comme ça. Ouais, il fait le signe de Jules sur TikTok. Il fait des poiriers sur TikTok. Et surtout on vous remercie tous et toutes d'avoir suivi comme à chaque fois la BDR TV. On ne remercie pas la caméra qui nous aura trollé. Il va falloir qu'on quitte avant que cette dernière nous retrolle encore une fois. Et on vous invite la semaine prochaine, le jeudi, pour encore une émission sur les jouets vivants, des débris films, parce que là il a repris ma phase de l'émission sur les débris films où nous allons débriefer 3 films. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux. Et d'ailleurs, conseillez-nous des films. Voilà, sur le Discord, Instagram ou Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la BDR TV, à en parler autour de vous, à aller voir nos partenaires. Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous. Et surtout, très important, n'oubliez pas d'ici à nos retrouvailles de pouvoir encore et toujours casser des réalités. On vous embrasse bien fort, on envoie un raid et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.